Salut, on va parler de Dominique Schnell, j'ai du mal à prononcer. Cher face à Apolline de Malherbe. Alors, je vais y aller sur... parce que là, chez émission, voilà. Je me suis trompé. Appeler. Et appeler. BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio parce que vous êtes le premier et le seul à ce jour de la grande distribution à accepter de répondre depuis le début de la crise agricole. Honnêtement, il faut le reconnaître, c'est assez courageux. Attendez, comment enlever le sous-titre? Pouf, le sous-titre. Je trouve pas, on dirait. Voilà. Je laisse tomber. De votre part, tous les autres sont aux abonnés absents. Vous êtes donc vous le président de Système U, tous les magasins U. Et depuis le début de la crise des agriculteurs, on peut le dire et vous pouvez en témoigner, je vous invite quasiment tous les jours, vous mais aussi vos confrères, Michel-Édouard Leclerc, les présidents d'Auchan, de Carrefour, d'Intermarché. Aucun de ceux-là n'a accepté de parler jusqu'à présent, ni à ce micro, ni ailleurs. Ils sont un peu planqués, on peut le dire quand même, non ? Écoutez, moi j'ai pas l'habitude de me défiler, j'ai l'habitude d'assumer mes responsabilités et je l'ai fait d'ailleurs tout au long de la semaine dernière. Moi j'étais sur le terrain la semaine dernière, j'étais dans le Vaucluse, j'ai inauguré un magasin, j'étais au contact des clients, j'étais au contact d'un président de jeunes agriculteurs locaux. On a discuté, beaucoup échangé, tout ça, ça me nourrit et ça m'aide à réfléchir. Et surtout, j'ai aussi répondu à une longue interview à la presse quotidienne régionale où je me suis beaucoup exprimé sur ce sujet. Voilà. Et sur la question donc de la réponse que vous allez donner dans un instant aux agriculteurs, vous nous parlerez aussi des prix, puisque c'est demain soir minuit que c'est la fin des fameuses négociations commerciales. Vous allez donc nous annoncer dans un instant les premières conséquences sur les prix, hausse ou baisse et de quelle ampleur. Mais d'abord cette colère, ces blocages à Beaucaire dans la Drôme, un feu devant la plateforme logistique de Lidl hier, des actions de dizaines d'hommes qui étaient venus de Nîmes avec des tracteurs. Il y a également des centrales de magasins qui ont été touchées. Est-ce que vous avez des magasins qui ont été ciblés ou des lieux de stockage? Oui, on a les deux. On a des magasins qui ont été visités. On a des centrales qui ont été bloquées, parfois partiellement, ils viennent, ils repartent, etc. Et tout ça, je vais vous dire, on le comprend. Moi, la première chose que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que c'est sûr qu'il n'est plus acceptable de ne pas vivre dignement de son travail, surtout quand on y passe autant de temps et d'énergie. Ça n'est pas acceptable. Il faut donc trouver des solutions et moi je suis là ce matin pour essayer aussi avec vous de trouver des solutions. Après, je dis aussi que les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, sont des entrepreneurs et il y a des sujets dont ils parlent qu'on comprend nous aussi très fortement. Le sujet des normes, de toutes ces choses administratives qui parfois s'accumulent. Nous aussi, à notre façon, on comprend ça parfaitement parce que tout ça c'est complexifié. Ces dernières sur ces points-là, vous comprenez, mais évidemment, le bras de fer qui nous occupe ce matin, c'est la question de la construction des prix. Oui. Ils sont nombreux à pointer du doigt. Je reste d'abord sur la question du terrain et de ce qu'il se passe sur le terrain avant qu'on parle de la construction des prix. Sur le terrain et notamment dans le Calvados, et ce sont nos confrères de Ouest France qui l'ont constaté, il y a eu hier effectivement une centrale d'achat des Super U à If qui a été effectivement touchée. Et là, ce que disaient les agriculteurs, c'est qu'on est concurrencé par des pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Outre vos magasins, ce sont surtout, il faut le dire, les magasins Leclerc et les magasins Lidl qui ont été touchés. Est-ce que vous estimez que eux ont une part de responsabilité ? Mais tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire ont une part de responsabilité. Je dirais jusqu'aux consommateurs. On a tous une part de responsabilité. Et face aux défis que nous mettent en face de nous les agriculteurs ce matin, il faut que chacun joue son rôle et apporte sa part à la résolution du problème. Ce que je veux vous dire, quand ils sont devant nos centrales d'achat, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ouvrir les camions
et il vérifie l'origine des produits. Quand ils sont français, ils rentrent. Quand ils sont étrangers, eh ben, ils partent. Évidemment, chez Vous êtes une partie de cette nourriture. évidemment, chez U, l'essentiel est français. Tout ce qu'on peut acheter en France est français. Notre viande fraîche est française sur nos entrepôts. Le porc, le bœuf, nos œufs, le lait, il est 100% français et ils ne trouveront pas de produits... Ils n'en trouveront pas, vous n'avez rien à cacher. Mais non, on n'a rien à cacher. Et la meilleure preuve, on a des visites en magasin. Mais la plupart de ces visites en magasin se passent... Vous avez des visites, il faut quand même préciser les choses, notamment les jeunes agriculteurs qui rentrent dans les magasins de manière plus ou moins hostile, qui vérifient l'étiquette produit par produit pour s'assurer en effet que lorsque il y a marqué viande française, elle est vraiment française. Voilà, faire le tour des rayons, voir particulièrement nos produits U. Nos produits sont fabriqués à 80% par des entreprises françaises, des PME françaises. Les 20%, ce sont des produits qu'on ne trouve pas en France ou des charcuteries italiennes ou du fromage grec et des choses comme ça. D'accord ? Mais quand ils font le tour du magasin, qu'ils voient les engagements de nos patrons, souvent, ça se passe très bien. J'ai un exemple précis, Super U Marmande, la semaine dernière, la délégation arrive, relativement véhémente, en disant on va trouver plein de choses. Par le dialogue avec mon collègue patron de magasin indépendant, impliqué dans ce territoire depuis très longtemps, qui travaille avec ces agriculteurs, qui les connaît, on vit ensemble sur les mêmes territoires, et ben ça s'est très bien passé et ils sont allés chez un concurrent. Voilà, donc je veux dire, on dialogue avec eux tout au long de l'année. J'ai dit moi-même, hier soir, 23h30, je reçois un SMS d'un collègue qui sortait d'un conseil d'administration de jeunes agriculteurs dans le département du 35, l'Ille-et-Vilaine. La discussion s'est très bien passée. Tout n'est pas parfait, bien évidemment. Il y a beaucoup de travail, il faut continuer. Mais quand on se parle, quand on s'explique, on se comprend. Vous avez décidé de vous défendre ce matin, en quelque sorte. Et d'ailleurs, vous allez expliquer que vous avez des pistes. Vous me le disiez juste avant d'entrer dans ce studio, que vous vouliez tendre la main aux agriculteurs. Mais encore une question sur le terrain. Encore une fois, je voudrais vraiment qu'on comprenne ce qui s'y passe. Avez-vous des difficultés d'approvisionnement ? Non. Il peut y avoir des retards du coup parce qu'une autoroute est bloquée à proximité d'un entrepôt. Mais les blocages n'ont pas entraîné pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de sujet de pénurie, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on trouve des solutions. Il peut y avoir des petits retards, il y a parfois un petit affichage ponctuel, mais pas d'inquiétude tout de suite. Je voudrais qu'on écoute les propos de Dominique Chargé. Il est à la tête de toutes les coordinations de coopératives, évidemment, avec qui c'est l'un de vos interlocuteurs. Il était mon invité sur RMC cette semaine. Il a pointé du doigt 2 pratiques précises sur lesquelles il vous accuse. Je voudrais qu'on l'écoute. Il y a des tensions effectivement énormes sur plusieurs sujets. La première, c'est des tentatives de la part de la grande distribution de délocaliser la discussion, la négociation pour finalement la faire ailleurs qu'en France et éventuellement échapper au droit français. La deuxième, c'est sur les prix eux-mêmes. Et il y a aussi une question aujourd'hui sur les volumes, parce qu'on voit de plus en plus les distributeurs être tentés et menacés d'aller chercher cette matière première agricole ailleurs qu'en France, notamment pour les marques propres de distributeurs, et ainsi échapper aux coûts de production français et aux normes françaises. Quand je dis il vous accuse, il faut être très précis, il accuse la grande distribution, il vous accuse pas vous, Dominique Schelcher en particulier, mais il se trouve que vous avez eu ce courage de venir à ce micro et vous allez donc répondre pour tous. Est-ce que vous contournez la loi française ? Je ne réponds pas pour tous, je réponds pour Système U ce matin. Je ne suis pas le représentant de la profession. Non, on ne contourne pas la loi française. Sur les produits qu'on irait chercher à l'étranger, je m'inscris en faux contre ça. Système U a décidé très fermement, malgré l'intérêt qu'on pourrait avoir à aller chercher de la matière première à l'étranger, à ne pas le faire pour la fabrication de nos produits. On reste très ferme, on continue à faire fabriquer nos produits à base de produits français et on ne le fera pas. Sur le premier sujet, sa première interrogation... Le fait d'aller faire vos achats à l'étranger pour ne pas avoir à subir les normes de négociation. Ça, c'est un sujet qui a été très mal présenté nous concernant dans les médias et par un certain nombre d'interlocuteurs ces derniers jours. Donc je vous réponds très clairement. Je dément formellement toute volonté de Système U de détourner la loi française avec notre partenariat européen. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? Système U n'a pas monté une centrale d'achat en dehors de la France. Système U a rejoint un partenariat européen existant monté par une coopérative allemande, des gens comme nous en Allemagne, ça s'appelle EDK, et des Hollandais. Ça existait déjà. On les a rejoints. C'est eux qui ont décidé de mettre le siège de cette organisation
aux Pays-Bas. C'est pas Système U qui a décidé de ça. Et surtout, dans le contrat qu'on signe avec les industriels qui s'engagent dans cette démarche, qui ne sont que les gros industriels, ils sont quelques dizaines. L'essentiel de la négociation chez Système U continue à se faire à Rungis, à notre siège. On écrit noir sur blanc dans le contrat qu'on s'engage à respecter les éléments essentiels d'Egalim, c'est-à-dire la part de matières premières agricoles et les clauses d'indexation. On s'y engage, on transpose ce qui est écrit dans le droit français dans ce contrat-là. Et donc, on ne cherche pas à détourner. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Il faut être précis, c'est important. On ne cherche pas à détourner, on cherche à peser contre certains très gros industriels face à qui on ne pèse plus en France, sans remettre en cause la part de matières premières agricoles. Je parle des très grands, des gens, des très gros qui sont très puissants face à nous, qui pesons 12% de part de marché en France. Si vous ne vous alliez pas avec, et si on met pas, on fait quoi? On met nos quantités d'achat ensemble avec les Allemands, les Hollandais, pour peser face à des gens pour qui la France n'est plus grand-chose. On a bien compris, et notamment, alors là pour le coup, on va donner un nom, Leclerc, Michel-Édouard Leclerc l'a d'ailleurs reconnu, il a des centrales d'achat notamment au Portugal et en Pologne, il achète une partie du stock qu'il vend en France là-bas, il fait venir ici et il les achète moins cher, on est bien d'accord? Eh bien moi, je vous dis que par rapport à ça, il est écrit noir, et il faudra poser la question à mes confrères, moi il est écrit noir sur blanc qu'on s'engage à respecter la part de matières premières agricoles et on le fera. D'autant plus que notre partenariat il est en train de se mettre en place, on n'a pas encore véritablement discuté, on ne l'a pas encore véritablement utilisé, donc je demande qu'on nous croie et on s'engage là-dessus, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que la loi Egalim est respectée ? Pas seulement par vous, je veux dire, mais par les industriels au milieu. On a entendu cette semaine, notamment des producteurs laitiers, j'en avais un évidemment sur le plateau d'RMC hier, qui me disait, lorsque l'on achète sa brique de lait Lactalis, donc parlons de Lactel, dans un rayon de supermarché, elle a augmenté de 26 centimes. Sur ces 26 centimes, il n'y en a que 7 qui vont dans la poche du laitier. Où vont les autres? Mais votre question est extrêmement importante. Il faut redire à tout le monde que sur nos produits à notre marque, la marque U, là nous sommes responsables, nous nous engageons, et là par exemple on signe ce qu'on appelle de lait U. Oui, quelle est l'augmentation et quelle est la part qui va à mais là, pour ce produit U, on signe à 3. Il y a autour de la table nous, il y a l'embouteilleur, celui qui met en bouteille, c'est une ETI française magnifique d'ailleurs, et ce sont des coopératives agricoles. Et j'ai signé il y a quelques jours un contrat sur 5 ans pour le lait bio à la marque U. 5 ans, c'est incroyable, 22 millions de litres de lait par an, il est écrit noir sur blanc, pour un juste prix pour les agriculteurs, prenant en compte leur coût de production, c'est écrit dans le contrat. Ça, c'est pour la fabrication de nos produits. Est-ce que vous continuez à négocier avec Lactalis? Si Lactalis est un brigand, pardon, mais je veux dire, allons-y, si Lactalis est en train d'écraser une partie de la production laitière française, pourquoi est-ce que vous jouez le jeu? Ça, c'est le second sujet, c'est la discussion sur les grandes marques qui est différente. Et là, la difficulté, c'est que nous, on ne paye pas directement l'agriculteur. On paye un industriel qui paye un agriculteur derrière. Et là où il y a un écart, c'est que parfois le prix qu'on paye à l'industriel n'est pas forcément celui que l'on voit reverser à l'agriculteur. Et ça, dans les discussions, et c'était le cas hier soir en Ille-et-Vilaine, dans la discussion entre mon collègue patron et les agriculteurs, c'est ça qu'ils nous ont dit. Mais ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, il faut la poser à l'industriel. Vous négociez Pourquoi il y a un avec écart? Lactalis? Est-ce que vous négociez en France ou est-ce que ça fait partie de ces grands industriels? Il se trouve que c'est français mais que c'est aussi international. Est-ce que Lactalis négocie sur le sol français ou est-ce que Lactalis négocie en dehors de la France? L'objectif pour Lactalis à terme, mais ça n'est pas fait aujourd'hui avec Lactalis, c'est effectivement qu'on négocie au niveau européen, parce que c'est aussi une multinationale, mais avec le respect de la part de matières premières agricoles. Vous dites ça, mais alors encore une fois, hein, je n'espère qu'une chose, c'est de pouvoir poser la même question également à vos autres confrères, ils répondront pour eux. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de monter cette centrale d'achat à l'étranger. Ouais. C'est déjà le cas pour Leclerc, par exemple. Ça veut dire qu'au moment où on se parle, en réalité, Lactalis et Leclerc négocient en dehors du périmètre français. Posez la question à mes confrères. Moi, ce qui est ça important, ne se passe pas en France. Il faut poser la question à mes confrères. Lactalis, entreprise française, Leclerc, entreprise française, font leur prix en dehors de l'Hexagone. Poser la question à mes confrères. Mais Lactalis est une entreprise à dimension mondiale et donc qui a des ventes dans les mondes entiers. Écoutez,
je vais vous dire, face à ces très grands industriels qui sont très puissants, mais particulièrement les multinationales étrangères, nous ne pesons pas grand-chose. Et ce qui compte, c'est que la part de matières premières agricoles. Maintenant, l'important, c'est qu'on vienne aux pistes de solutions concrètes. Allez-y, vous avez dit 5 pistes, lesquelles? La première chose, et les agriculteurs l'attendent énormément, et ça on peut le dire ce matin, c'est plus de contrôle. Moi je suis pour plus de contrôle. Vous dites contrôlez-nous. Nous avons été contrôlés vendredi dernier, nous avons été contrôlés hier. La prochaine date de contrôle est déjà fixée. Donc Bruno Le Maire qui a annoncé un fort renforcement de tout ça, c'est fait, c'est dans les actes, on est contrôlé presque tous les jours en ce moment. On attend le résultat des contrôles, mais je dirais avec pas mal de sérénité et on verra et on assume. Première chose. Deuxième chose, l'esprit de la loi Egalim, c'était beaucoup de transparence, notamment sur la part de matières premières agricoles. Ce matin la patronne de Foodwatch, l'association particulièrement attentive à ça, qui disait il n'y a toujours pas de transparence. Est-ce qu'il va y en avoir? Il n'y en a pas assez. 30% seulement des fournisseurs qui viennent nous voir font une vraie transparence sur la part de matières premières agricoles. 70% utilisent une clause de la loi qui s'appelle la clause numéro 3. Vous déposez un certificat qui dit « Je vous prouve que la matière première agricole, c'est ça ». Ma première proposition, c'est il faut supprimer cette clause numéro 3. Il faut que tous les industriels viennent avec une vraie transparence. Ce sera plus simple. C'était dans la loi Egalim, ça n'est toujours pas fait donc. Mais ça le sera. Ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Il faut supprimer cette clause numéro 3, première proposition. Deuxième proposition, on n'en parle pas du tout assez, les clauses d'indexation. La loi Egalim prévoit que les contrats soient dotés de clauses d'indexation qui font que si la part de matières premières agricoles bouge dans l'année, on en tienne compte dans l'année. Mais ça, c'est un sujet crucial pour les agriculteurs. Ça veut dire en temps réel, en quelque sorte. En temps réel. Toujours en décalage par rapport à la question de l'inflation et des coûts de production. Quel est leur sujet majeur? Et je le comprends parce qu'on a vécu la même chose en 2022. Leurs coûts de production augmentaient. L'électricité, le carburant, leurs achats de nourriture pour les animaux, tout ça a augmenté. Or, qu'est-ce qui se passe? Les négociations, c'est pendant 2 mois et demi, 3 mois. Puis on applique un prix toute l'année. Je vais appliquer exactement ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que vous avez signé la semaine dernière, ou il y a quelques jours, un contrat sur 5 ans pour le lait bio de la marque U. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous l'avez signé à un prix stable ou est-ce que vous l'avez signé avec un prix évolutif? C'est-à-dire, dans 6 mois, l'agriculteur vous dit, écoutez, on l'avait signé à je sais pas combien de centimes, mes coûts de production ont augmenté, forcément, ça va augmenter. Oui. Vous avez tout compris, notre contrat sur 5 ans, c'est ça. Avec révision régulière en fonction des coûts de production et ça bouge régulièrement. Il faut faire pareil sur les autres. Troisième proposition, ça veut dire que le système actuel de négociation, et ça, Apolline de Malherbe, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau il y a quelque temps, il est à bout de souffle, il ne fonctionne plus. Les parties Egalim, part de matières premières, indexation, faut les préserver, les améliorer. Mais négocier pendant 2 mois et demi seulement, ne pas pouvoir s'adapter tout au long de l'année, enlever cette tension qui se concentre sur 2 mois et demi, ça ne tient plus. On est au bout du système. Ça fait 1 an que je le dis, il faut le changer. Quatrième proposition ou piste de réflexion, il faut multiplier les contrats tripartites. Dans le lait, par exemple, moi je serais pour que soient présents autour de la table l'industriel, le distributeur et les agriculteurs, qu'ils soient présents et qu'on signe à 3 pour que ça garde. Il y a évidemment un grand absent, c'est que c'est l'industriel. En gros, l'industriel négocie avec l'agriculteur et ensuite l'industriel négocie avec vous. Or là, vous voudriez que les 3 soient autour de la table. Voilà. Et enfin, toute dernière proposition, rappelons ce matin, et c'est très important, que la loi Egalim est expérimentale. C'est écrit comme ça. Et qu'une mission d'évaluation vient d'être mise en place, animée par les députés Frédéric Descrozaille et Aurélie Trouvé. Il se trouve que je les connais les deux. Et je dis, accélérons le travail de cette commission pour que ça évite... Transpartisan, puisqu'ils sont pas transpartisans, qu'on réfléchisse. Moi, je suis à leur disposition pour travailler sur ces pistes-là, améliorer, aller vite et faire en sorte que ce revenu soit sanctuarisé et progresse. Les négociations commerciales, je le disais, se terminent demain soir à minuit. Quelles sont les tendances? Est-ce que vous pouvez nous dire que l'objectif est atteint? L'objectif de cette avancée des négociations, c'était soi-disant de faire baisser les prix. Il y aura les deux. Il y aura des baisses de prix dans des domaines où c'est possible et où la matière première, justement, a un peu baissé. Mais voilà, il y aura un certain nombre de domaines, et particulièrement dans le contexte actuel, où il y aura encore un peu de hausse. Je pense aux produits laitiers, par exemple. Les produits laitiers,
la part de matières premières agricoles est à la hausse. On a accepté cette hausse, c'est la loi, et donc il y aura une répercussion d'autant plus sensible capable de le comprendre. Il y a 75 grandes marques, comme vous le disiez, c'est avec elles que vous finissez de négocier demain soir. Est-ce que vous avez rompu les négociations avec quelques-unes d'entre elles? Il y a encore beaucoup de travail jusqu'à demain soir. Je vois le petit sourire pour ceux qui nous écoutent à la radio. Là, je sens que vous vous dites, oulala, zone d'inconfort. Il y a encore beaucoup de travail jusqu'à demain soir. Les équipes sont sur le pont et je les salue d'ailleurs, mes collègues et puis tous nos négociateurs. Il y a encore beaucoup de travail. Vous aviez du mal avec Heinz, avec Barilla, avec Mondelez? Il y a un certain nombre de situations tendues. Vous avez cité Mondelez. Oui, moi je dis Mondelez, on ne comprend. Mondelez, c'est les biscuits, hein. C'est les biscuits Oreo, c'est les biscuits. La demande de Mondelez, donc Lu ou Milka, va bien au-delà de la part de matières premières agricoles à un niveau qu'on ne comprend pas. Et c'est ça que je dis. Vous pourriez aller jusqu'à enlever ces produits de vos rayons? C'est possible. Les biscuits Lu, les biscuits Oreo? On ne l'exclut pas. La difficulté, et c'est pour ça nous renvoie au sujet précédent, quand on fait ce genre de choses, on se rend compte en fait que ça ne change plus rien pour eux. Ils disent de toute façon, on vous vend pas à vous, on vendra ailleurs dans le monde, donc c'est pas très grave. On en est là. Donc le rapport de force face à ces interlocuteurs-là, il est dans leur sens à eux. Où on ne dira plus le juste prix, c'est le prix bas. Je crois qu'après, voilà, là on touche un autre sujet qui est majeur. Ayons ce chiffre en tête. À l'après-guerre, l'essentiel du budget d'un foyer français, la moitié, près de la moitié, c'était l'alimentation. On est à 13% aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Français consacrent leur budget à autre chose. C'est devenu une part d'ajustement très forte en ce moment. Eh bien, il faut redonner son juste prix à l'alimentation. Et je redis un autre chiffre. La grande distribution, ce n'est que 40% des écoulements des agriculteurs. Parlons aussi des 60 autres pourcents et notamment la restauration. Et on va le poursuivre, bien sûr. Merci Dominique Schelcher d'avoir eu le courage de venir justement défendre aussi votre bout de gras, en quelque sorte. Vous êtes le président de Système U. Merci de toutes les informations que vous nous avez données. Et on va mettre... Dominique Schelcher, né le 11 avril 1971 à Colmar, est un dirigeant entreprise français, PDG de Système U depuis le 16 mai 2018. Blocage des agriculteurs. Voilà. Blocage des agriculteurs. Pour l'instant, il n'y a pas de sujet au pénurie. Enfin. Blocage des agriculteurs. Pour l'instant, il n'y a pas de sujet de pénurie. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, affirme Dominique Schelcher. Comme vous l'avez vu sur la vidéo. Origine des produits dans des grandes surfaces. On n'a rien à cacher. Hop, on va mettre une autre émission à part BFM. Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais copier-coller. Hop, copier-coller et on va aller sur X. Hop. Ah, faut mettre tout. On va mettre sur Twitter, mais c'est Twitter. Hop.
Ouais, on va aller sur X. Attendez. D'accord, d'accord. Non, je reviens en arrière. D'accord. On va aller sur actualité. Actualité. Pas facile, pas facile. Comment on dit pas facile, pas facile. Image. Non. Dominique Schelcher, né le 11 avril 1971 à Colmar, est un dirigeant d'entreprise français, PDG de Système U, depuis le 16 mai 2018. Les parents de Dominique Schelcher gèrent l'épicerie coopérative de Fessenheim. À partir de 1969, et la transforme progressivement jusqu'à devenir un Super U. Dans les années 1980, il intègre l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers, ESSCA, en 1989 pour en ressortir diplômé en commerce marketing. En 1993, il rédige un mémoire de fin d'études sur l'avenir de la presse quotidienne régionale après ses études. Il travaille 3 ans pour le journal L'Alsace, chargé du marketing du journal des enfants sous la direction de Rémi Pfliflin. Je ne vais pas lire tout ça. Laisse tomber, comme on dit. Voilà. Quelle belle rencontre, c'est de thèse qui travaille fidèlement depuis 48 ans au Super U de Vaison-la-Romaine que j'ai inauguré cette semaine après travaux. Je n'avais jamais croisé une collaboratrice d'une telle ancienneté. Record battu. Elle a débuté sa carrière dans ce... Ouais. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est passionné la vidéo. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch et TikTok. Et je vous dis à la prochaine.